vision is renewed. The power is reawakened. The fear is reborn. Because they have returned. Time to play. Hellbound, Hellraiser 2. Brace yourself for terror you have never imagined. And your suffering will be legendary even in hell. And horrors you can never escape. And you wanted to know. Now you know. Last year, they brought hell to Earth. Now, they'll take you through hell. Hellbound, Hellraiser 2. Time to play. Après le succès du premier volet au Royaume-Uni et même outre-Atlantique, il fut très rapidement décidé de lancer la suite d'Hellraiser le Pacte. On reprend les mêmes et on recommence. Sauf que cette fois-ci, occupé à la rédaction de nouveaux romans, Clive Barker décide de confier la réalisation du film à Tony Randall, un ami de grande confiance de l'écrivain. Barker ne quitte pas complètement le navire puisqu'il supervisera le film au poste de producteur. Niveau scénario, on retrouve la plume de Peter Atkins, Christopher Figg est également toujours de la partie, les comédiens principaux du premier film, Doug Bradley, Ashley Lawrence et Clary Gins sont présents aussi. Bref, tout laisse augurer que ce film va marcher dans les traces de l'œuvre originale. L'histoire reprend exactement à la fin du premier volet. Suite aux terribles événements auxquels elle a assisté, Kirsty Cotton est désormais enfermée en hôpital psychiatrique, sauf que malheureusement pour elle, le chef de l'établissement, le docteur Shannard, connaît apparemment les secrets de la mystérieuse boîte puzzle. Il va donc décider de ressusciter la belle-mère de Kirsty Cotton et ouvrir la boîte pour accéder au monde maléfique et terrifiant des Cénobites avec l'aide d'une jeune autiste. Enquêtant sur son médecin, Kirsty Cotton va se rendre compte que son cauchemar recommence et qu'elle va devoir cette fois-ci plonger elle-même dans le monde des Cénobites pour refermer le passage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, plus encore qu'aujourd'hui, les suites de films étaient en général des pâles copies des modèles originaux, tout juste bons à capitaliser sur les recettes des premiers films. Ici, on peut penser d'entrée de jeu qu'Hellraiser 2 fait partie de ce genre de suite pompe à fric dénuée d'intérêt. Eh bien non, c'est justement tout le contraire. Et c'est probablement ce point qui a fait perdurer Hellraiser dans le temps. Car sans cette suite, il aurait sans doute été permis de penser que le premier Hellraiser ne resterait qu'une perle parmi d'autres au cœur des années 80. Grâce à cette suite, Hellraiser est devenu une véritable mythologie en puissance du cinéma fantastique. Ce point ne veut cependant pas dire que cette suite est supérieure au premier volet. Ce point souligne simplement que cette suite et son modèle sont deux éléments indissociables qui ont construit à eux deux la légende de cette saga. Hellraiser 2, les écorchés, s'inscrit dans le prolongement même des idées du premier volet. Que ce soit au niveau de la mise en scène, de l'atmosphère dégagée par l'intrigue et par l'ambiance, on est dans une parfaite continuité. Tony Randall décide de pousser son film un cran plus loin dans l'horreur visuelle. Ici, on est dans une forme de surenchère par rapport au premier volet. Plus gore, plus malsain, plus dur, mais jamais irrespectueux, jamais grand guignolesque. Hellraiser 2 va plus loin que le premier Hellraiser, mais à aucun moment ça ne paraît injustifié ou grotesque. Bien au contraire, le fait d'aller plus loin permet également à Tony Randall de nous donner des éclaircissements un peu plus précis sur les Cénobites. Par exemple, on apprendra davantage de choses sur leurs origines, notamment celle de Pinhead, le Cénobite emblématique. Hellraiser 2 prolonge ainsi l'expérience du premier volet. Si Hellraiser le Pacte est un chef-d'œuvre du fantastique, Hellraiser 2 est une suite remarquable et essentielle à la saga. Impossible d'ailleurs d'observer l'un sans voir l'autre. Les films se complètent tellement bien qu'on a l'impression qu'ils sont les deux pièces d'un puzzle unique. Tout ça pour dire qu'il est évident que je vous recommande absolument cette suite. C'est une œuvre d'une beauté remarquable, à l'image de son modèle original. La musique de Christopher Young est exceptionnelle aussi. Franchement, voyez
ces deux films d'urgence si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les voir, car rares sont les films qui se complètent aussi parfaitement avec leur suite. Ici, c'est plus qu'une continuité, c'est une symbiose. La légende d'Hellraiser est en marche et elle s'apprête désormais à changer de continent. In Hellraiser 1, Clive Barker showed you his vision of a private hell. In Hellraiser 2, he took you on a journey inside the Inferno. Now, the terror returns in mankind's final confrontation with evil. And this time, it's going to be hell on Earth. Great club. I really love it here. It's a great club. Jesus Christ. Not quite. Just give me the box. Ready for your close-up? We're going to hell, ladies first. Relax, baby. This is better than sex. It's so good to be back. Clive Barker presents Hellraiser 3, Hell on Earth. Suite au succès important de la franchise à travers le monde, Miramax va racheter les droits sur la licence et va ainsi importer la saga Hellraiser sur le continent américain. Qui dit changement de nationalité, dit évidemment changement dans la mythologie. Sur un plan purement visuel et scénaristique, Hellraiser 3 coupe littéralement les ponts avec l'atmosphère à la fois malsaine et envoûtante des deux premiers volets. Clive Barker, toujours dans sa tenue de producteur exécutif, garde un œil attentif sur sa franchise, espérant sans nul doute que son œuvre ne soit pas souillé par les producteurs américains. Toute l'équipe des deux premiers volets s'expatrie aux États-Unis et prépare ainsi le troisième volet de la saga Hellraiser. Au scénario de celui-ci, nous pouvons retrouver Peter Atkins et Tony Randall, respectivement scénaristes des deux films originaux et réalisateurs du second volet. D'ailleurs, je parle de Peter Atkins, il fut un temps pressenti pour réaliser ce film. Malheureusement, Miramax jugera que le bonhomme manque d'expérience et la mise en scène fut ainsi confiée à Anthony Hickox, qui a réalisé notamment Waxwork en 1988 et Warlock 2 en 1993. Malgré le fait que les principaux instigateurs des films d'origine soient toujours présents dans la mise en scène de ce troisième volet, l'américanisation de la franchise va porter un sérieux coup sur la qualité de ce film. Hellraiser 3 se débarrasse ainsi de la plupart des éléments qui faisaient le charme des deux films originaux, à savoir toute cette atmosphère à la fois poétique, violente et perverse, ou encore cette mise en scène plutôt intimiste, ne s'enfonçant jamais dans des effets bas de gamme ou déjà vus. Ici, Hellraiser 3 s'impose dans une surenchère propre aux spécificités des productions horrifiques hollywoodiennes. Malgré ça, on ressent toujours la présence artistique des initiateurs de la saga, ce qui empêche ce troisième volet de se détacher complètement des films originaux en s'enfonçant dans un délire masochiste édulcoré. Ici, on est dans une forme de surenchère plus ou moins maîtrisée qui se veut être respectueuse du travail précédemment effectué. D'un point de vue scénaristique, Hellraiser 3 s'inscrit parfaitement dans la continuité de la saga. Même si ce prolongement n'est pas aussi évident qu'entre l'épisode 1 et l'épisode 2, ce troisième volet tient quand même à respecter tout ce qui a été établi jusqu'alors et donne même davantage d'informations sur l'univers des Cénobites et plus particulièrement sur le passé de Pinhead. Si dans le dernier épisode nous avions eu droit à un début de réponse sur la vie antérieure du personnage, ici il s'agit carrément de nous expliquer comment Pinhead est devenu Pinhead. Nous apprenons ainsi par exemple qu'il est à la base le capitaine Elliot Spencer, qu'il servait l'Angleterre pendant la Première Guerre mondiale et qu'il a ouvert par hasard un jour la boîte maudite, ce qui l'a fait basculer dans le monde des Cénobites.
En détail, Hellraiser 3 raconte l'histoire d'une jeune journaliste, Joey, qui pendant l'un de ses reportages assiste à la mort spectaculaire d'un homme entouré de chaînes et massacré par le pouvoir de la boîte. Elle récupère l'objet par le biais d'une junkie et décide de mener sa propre enquête. Elle apprend qu'un riche propriétaire de boîte de nuit, adepte des plaisirs de la chair, tente de permettre aux Cénobites d'arriver dans notre monde pour en contrepartie pouvoir accéder au plaisir suprême. Sauf que personne ne se doute que Pinhead et les Cénobites vont acquérir une grande puissance en débarquant dans notre monde. L'une des particularités de ce film, c'est de créer un aspect religieux à la mythologie Hellraiser. Durant le film, on observe une dualité entre Spencer et Pinhead, sous-entendu que l'un est une âme saine vivant au paradis et que l'autre est une entité violente vivant en enfer. Ainsi, très clairement, on nous fait comprendre que le monde des Cénobites serait en réalité l'enfer. C'est dans des points comme cela qu'Hellraiser 3 affiche sa différence avec les deux premiers volets. L'autre point qui définit cette seconde suite, c'est la surenchère des effets, qu'ils soient de mise en scène ou visuels. La séquence qui résume à elle seule le parti pris spectaculaire inédit de ce film, c'est indubitablement la séquence du massacre dans la boîte de nuit. Pendant 5 longues minutes, Pinhead et les autres Cénobites débarquent dans une boîte de nuit et assassinent d'une façon aussi délirante qu'incroyable une centaine de jeunes venus là pour faire la fête. Un carnage complet qui s'étend sur 5 minutes. Rien que cette scène doit vous pousser à vous intéresser au cas de ce film. C'est la séquence du long métrage qui résume à elle seule le nouveau tournant pris dans la saga. Même si au fond Hellraiser 3 reste fidèle au principe des premiers volets, on sent réellement qu'une page se tourne. Anthony Hickox rend un travail sur la mise en scène très correct. Hellraiser 3 n'a pas à rougir, c'est loin d'être un mauvais film. Alors certes, il n'est pas aussi bon que les deux premiers volets qui sont désormais indétrônables tellement ils sont réussis, mais au vu de la direction prise par la suite dans la saga, on est encore dans un niveau largement regardable. Peut-être qu'il était nécessaire que la saga connaisse ce coup de fouet spectaculaire pour qu'elle ne sombre pas dans la répétition au fil des épisodes. Ou peut-être aurait-il fallu qu'il n'y ait pas de suite au second volet, c'est difficile à dire. Aujourd'hui, avec le recul et avec la sortie des autres suite, on se dit que la chute de la saga Hellraiser a débuté avec ce troisième volet qui, en rompant avec les films originaux, a ouvert la voie au toujours plus fort, toujours plus loin, quitte à sombrer dans le grand n'importe quoi.